Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette salle du Théâtre du Nord qui nous accueille vraiment magnifiquement pendant une semaine dans le décor que vous ne voyez pas mais qui était le décor de Virginie Despentes. Il est tourné de l'autre côté pour les rencontres et les masterclass. Alors à côté de moi, peut-être que tu peux prendre d'ailleurs un micro, juste Patrick Fabre, qui va Bonjour animer à tous. cette rencontre, qui est réalisateur et qui est le directeur artistique de l'excellent Festival de Saint-Jean-de-Luz. Alors, Patrick, tu es d'accord avec moi, on va accueillir quelqu'un de très particulier, une personnalité un peu hors du commun quand même. Absolument, oui. Donc, c'est une personnalité un peu hors du commun. Vous allez découvrir quelqu'un qui compte énormément dans notre métier, qui est une des figures emblématiques de notre métier, Elisabeth Tanner, qui est agent de star. Alors en fait, vous la connaissez déjà un peu, parce que je pense qu'une bonne partie d'entre vous a vu 10%. Qui a vu 10%? Ah ouais, quand même, hein? Ah ouais. Alors, certains d'entre vous le savent peut-être, mais d'autres ne le savent pas. C'est elle qui a inspiré vraiment beaucoup le personnage d'Andrea Martel, joué par Camille Cottin. Et donc, toutes les punchlines de Camille Cottin, elle les a faites, elle, dans la vraie vie. Donc, vous allez voir, ça va être quand même quelque chose. Alors, on peut juste dire quand même, mais je pense que tu vas y revenir, c'est qu'elle a commencé comme actrice. Et puis, elle a eu une passion pour ce métier d'agent grâce à Dominique Besnéard. C'est une femme absolument formidable. Bon, je parle aussi de mon amie, quand même. Elle est engagée sur les violences sexistes, elle est engagée dans la profession, elle se bat pour tout le monde. C'est aussi, on peut le dire là en off, elle n'entend pas, c'est une grande gueule quand même, non? À peine. À peine. Bienvenue et un chaleureux accueil pour Elisabeth Tanner. Oui, Laurence l'a dit, donc tu es cet agent qui a inspiré Andrea Martel dans la série 10%, imaginée et produite par quelqu'un que tu connais bien qui est Dominique Besnéard. Tu as été agent chez Art Media, l'agence qui a inspiré 10%. Tu es présidente du syndicat français des agences artistiques et littéraires. Il ne faut pas l'oublier, secrétaire général des Césars, et ça a aussi son importance, plus précisément à la mission César, donc l'émission que vous avez pu voir cette année, qui était un vrai succès, et puis celle que le magazine Elle a tout simplement surnommée Queen Elizabeth. Bonjour Elisabeth, comment ça va? Bonjour. Alors, moi, je me disais, quand on est enfant, enfin, c'était mon cas, on se dit, tiens, je sais pas, on choisit toujours des métiers qui semblent un petit peu... on se dit, plus tard, je serai, je sais pas, astronaute, pompier, acteur. Toi, tu rêvais de quoi? Parce que je ne pense pas qu'on rêve de devenir agent un jour dans sa vie. Non, surtout qu'à l'époque, personne ne savait ce qu'était vraiment le métier d'agent. On parlait d'impresario, c'était extrêmement vague. Non, moi j'ai rêvé de faire plein de métiers jusqu'à mes 13 ans, où je rentrais d'Algérie, puisque je suis née là-bas et j'ai passé ma jeunesse en Algérie, et que je suis arrivée en France, je dois dire un peu dépitée par ce pays. J'arrivais juste après mai 68, tous mes repères étaient rebattus, et je suis allée au lycée, et je m'occupais beaucoup entre midi et 2h, parce que j'avais remarqué que le système de la cantine était mieux à midi et demi qu'à 13h30. Comme quoi le sens du confort peut vous amener à de grandes décisions dans votre vie. Et donc je faisais beaucoup de sport, il y en avait trop, et j'ai décidé d'aller faire du théâtre. Et je suis arrivée, c'était Antigone de Sophocle. Et comme j'arrivais un peu en retard dans ma scolarité, parce que je suis arrivée à peu près 3 semaines après la rentrée, je suis montée sur scène, là, comme ça, ici. Et quand j'ai été sur scène, j'ai dit « Ah, on est bien là ». Et j'ai dit bah, « C'est ça que je veux faire ». Et ça ne m'a jamais lâchée. Après, toute ma vie a été orientée par ça. Et donc, j'ai voulu être actrice parce que c'était aussi le seul métier, à l'époque, d'autres que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, on n'avait pas une vision aussi précise de ce métier. Les gens ne savaient pas ce qu'était une script, un perchman, un ingé son.
On avait les acteurs et un peu les metteurs en scène. Et tu allais beaucoup au cinéma, tu allais au théâtre, tu te nourrissais de ça déjà? Et j'ai commencé à devenir un peu boulimique. Alors déjà, j'ai commencé à découvrir les films par la télévision, parce que j'ai eu la télévision à peu près 1 an ou 1 an et demi après, vers 14 ans. Et là, j'ai tout mangé. Dès qu'il y avait un film, je le regardais. Ça changeait ma vie, c'était la bulle. Et puis après, ça m'a mené ça m'a ramené sur les œuvres littéraires, etc. Donc il y a toute une culture qui s'est fabriquée uniquement à partir du désir et non pas à partir de ce qu'on cherchait à m'inculquer à l'école, par exemple, même si j'étais bonne élève. Donc tu as pris des cours de théâtre, Alors j'ai attendu d'avoir mon bac. Passe ton bac d'abord. Passe ton bac d'abord, absolument. Donc j'ai eu mon bac, il se trouve que j'ai eu très jeune, je l'ai eu à 16 ans. Donc j'ai commencé des cours de théâtre, puis le conservatoire, et en même temps la fac de droit. Parce que j'avais fait un petit marchandage, déjà mes premières négos avec mes parents, en leur disant si je fais 2 ans de droit, est-ce qu'après vous me financez 1 an à Paris? Alors ça a été le deal. Et puis en fait j'ai fait 4 ans de droit, et un peu plus d'ailleurs, parce que j'ai adoré ça. Et que après je suis partie à Paris, comme ils me l'avaient promis, et comme on se l'était promis. Et là j'ai commencé, passer le conservatoire, j'ai eu le premier tour, pas le deuxième. Mais avec toutes mes histoires de faire du droit, j'arrivais à la limite d'âge. Donc, je n'ai pas pu représenter. Après, je me suis débrouillée. J'ai fait des trucs insensés. J'ai fait de la cantine sur des courts-métrages. J'ai fait de la régie lumière dans des théâtres. J'ai fait de la mise en scène. Ah, c'est un peu plus sérieux. J'ai fait de l'assistante à mise en scène avec Caroline Huppert, Jacques Fabry. Enfin, bon, voilà, au théâtre de la Potinière à l'époque, Pépinière aujourd'hui. Et puis voilà, et puis un jour, j'étais même la secrétaire privée d'Isabelle Huppert pendant de nombreuses années, d'où nous avons un lien qui perdure. Et puis après, voilà, ma vie a changé. Le jour où j'ai rencontré un agent qui voulait me voir en tant qu'actrice, j'étais un peu dans la dèche, comme on dit, et donc je me suis excusée de l'appeler le mercredi plutôt que le lundi, ce qui, aujourd'hui, je vois, n'avait absolument aucune importance. Et elle m'a dit, mais vous cherchez quoi? Je dis, bon là, alors là, les ménages, même, voilà, je suis vraiment, il faut que je gagne de l'argent. Elle m'a dit, je pars 8 jours aux États-Unis, vous allez me remplacer auprès de mon frère, enfin vous allez me remplacer, vous allez répondre au téléphone, etc. Vous pouvez le faire. Je lui ai dit, oui, ça va, bac plus 5, je peux y arriver. Et donc j'ai commencé comme ça, et puis ça a été... elle est rentrée, je suis restée 1 semaine de plus, ils m'ont dit, t'as l'air douée pour ça. Et là, il y a un moment où j'étais dans le truc de la bascule, et il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est que j'ai compris qu'à cet endroit-là, je pourrais épargner aux jeunes entrants et entrantes ce que moi j'avais vécu avant. Donc quand je dis ce que j'avais vécu avant, c'est l'humiliation, des gens qui vous parlent comme si vous étiez des chiens, des gens qui pensent qu'ils ont un énorme pouvoir, ils en ont un tout petit mais un grand pour vous pourrir la vie. Et donc je me suis dit, voilà, je vais faire ça, c'est génial. Et j'étais dans le milieu où je rêvais d'aller. Voilà. Et puis là, il y a eu une rencontre importante avec une personnalité hors du commun, c'est Olga Ortiz. Oui, absolument. Oui, j'ai eu la chance de rentrer dans un bureau où il y avait à la fois à l'époque, jeune génération, qui était Guy Bonnet et Joël Bonnet, et il y avait Olga Ortiz, alors là, figure totalement tutélaire du métier, puisqu'elle était l'agent de Brigitte Bardot, de Dore Bogart, de Charlotte Rampling, c'est là que j'ai rencontré Charlotte d'ailleurs, Jane Birkin, etc. Et puis toute une époque aussi, Edwige Feuillère, Michel Morgan, je ne sais plus, il y en avait tellement. Et pour moi, c'était comme si je rejoignais une cinémathèque quelque part. C'est-à-dire que tout à coup, comment on appelle ça, les vedettes de ma mère, je les avais sous les yeux. Bon, elles avaient un peu vieilli quand même, mais elles étaient bien là. Et donc, j'ai eu une espèce de double culture du métier. C'est-à-dire un métier qui ne se fera plus jamais comme ça, et le début d'un autre métier qui était celui que j'allais pratiquer pendant de nombreuses années. Alors, pour vous donner une idée de qui est Olga Ortiz, on a choisi un extrait de la série Bardot qui avait été présentée ici à Sérimania. Et dans cet extrait, vous allez la voir personnifiée par l'excellente Anne Lenny. À qui j'ai juste dit, elle fumait beaucoup et je détestais quand ses cendres tombaient sur mes cahiers. Vous avez quel âge? 17 ans. Et vous venez de tourner un film? Oui, madame. Ça vous a plu? Non, pas du tout. Avec Bourvil, le trou normand. Moi, j'aimerais beaucoup faire du cinéma, mais pas comme ça. Comment? Je voudrais qu'on me laisse me coiffer, me maquiller comme je veux. Je me sens toujours déguisée.
Le cinéma, c'est pas la réalité. La réalité, c'est pas forcément de ressembler à toutes ces femmes. Toutes ces femmes, je les trouve si belles. Mais je serai jamais comme elles. J'ai pas envie d'être comme elles. J'adore comme Anne Leni joue Olga, cette façon qu'elle a de regarder, elle la scrute, elle comprend qu'elle a devant elle un animal à part. Alors, c'est très troublant pour moi de voir Anne Leni l'incarner à chaque fois, mais Anne Leni a travaillé avec Daniel Thompson. Et Daniel Thompson, qui est la fille de Gérard Houry, Gérard et Daniel étaient chez Olga. Donc Daniel savait exactement quoi donner comme indication à Anne Leni pour arriver à trouver la quintessence de ça. Mais elle lui ressemble même physiquement, c'est fou. Qu'est-ce qu'elle t'a appris, Olga ? Déjà, elle m'a appris à résister à parfois ses injonctions. Déjà, c'est pas mal. Parce qu'elle avait des choses très étranges. C'était une nouvelle génération. Donc moi, j'arrivais, j'avais fait du droit. Il y a un moment donné, je dis pourquoi on ne s'occupe pas d'auteurs ? Parce que par exemple, Gérard Houry, il était avec elle pour les décisions artistiques, mais tout ce qui était l'ingénierie, c'était un expert comptable qui s'en occupait. Et donc moi, je trouvais que c'était quand même très limité. Et je trouvais très intéressant d'avoir... quand on arrive dans un métier, très vite, on se fait des... Comment dirais-je ? On a une doxa qui s'installe assez vite. Et alors un jour, elle m'a dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous voulez un code civil. Vous avez fait droit. Alors je dis, mais vous pensez vraiment que faire du droit, c'est apprendre les codes par cœur ? Donc on a des lettres. Moi, j'ai des lettres que j'ai écrites à Olga. Je n'aurais jamais osé écrire ça aujourd'hui, qui sont un florilège de tout ce que je trouvais qui n'allait pas. Parce qu'elle était un peu jalouse. Donc dès que... Je me souviens quand Charlotte Rampling a commencé à m'installer d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'elle a dit, je veux qu'elle lise mes scénarios. Et donc on parlait avec Charlotte sur les scénarios. Il y avait quelque chose entre nous qui fonctionnait, preuve en est. Doit être à la 40e année maintenant. Et Olga était folle de rage. Elle tapait sur son bureau comme ça. Elle voulait toujours me demander quelque chose quand moi j'étais en ligne avec Charlotte, jusqu'au jour où Charlotte s'est un peu fâchée. Et du coup, il y a eu tout à coup une zone comme ça qui était respectée. Donc, elle m'a appris d'abord à écouter, à entendre, parce qu'il y avait, moi, j'adorais quand elle me racontait, le métier tel qu'elle l'avait voulu, tel qu'elle l'avait vécu. Et à la fois, moi, j'incarnais une nouvelle génération qui arrivait et qui voyait bien qu'il y avait des choses qui avaient changé. Mais comme probablement, peut-être aujourd'hui, je suis dans la position d'Olga et qu'il y a des jeunes gens qui m'expliquent que non, le métier ne se fait pas comme ça. Mais j'ai appris d'elle. Et après, j'ai pu expérimenter moi-même les choses. Alors donc, tu as découvert un métier, mais alors pour ceux dans la salle qui ne savent pas en quoi consiste le métier d'agent, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi ça consiste ? Parce qu'au-delà de représenter un acteur ou une actrice. Alors déjà, représenter les agents, il y a déjà deux catégories. Il y a les auteurs, c'est-à-dire les scénaristes, les réalisateurs, et de l'autre côté, il y a les interprètes, les comédiens, les comédiennes. Donc ces deux choses-là, ce sont déjà deux métiers différents. S'occuper des auteurs, ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'on est sur un parcours en plus long terme sur le projet. Quand vous avez un auteur qui commence un projet, vous en avez pour globalement 1 an et demi. Et on va lire une version, une deuxième version, une troisième version. Et les échanges, ils sont financiers, ils sont au départ. Puis après, il y a plutôt de l'interlocution artistique. Et puis après, il y a de nouveau, s'ils sont réalisateurs, le problème de la faisabilité du film. Donc, par moment, on est même en conflit d'intérêts quand on a un réalisateur et un acteur important. Parce que parfois, sur les discussions, c'est pas très simple d'être au milieu des deux. Mais en tout cas, moi, j'ai une décision que j'ai prise il y a très longtemps. C'est quand je pense qu'un film doit se faire, il faut tout faire pour que ce film se fasse. Et donc, parfois, vous êtes obligé de convaincre l'autre talent que vous avez que il faut baisser ses prétentions financières parce que sinon le film ne se fera pas, ou en tout cas, il se fera sans lui, et que vous avez la certitude, ou en tout cas l'intuition qu'il faut aller sur ce film-là. Donc ça, c'est un peu le travail avec les auteurs. Je caricature un peu, mais c'est à peu près ça. Et sur les interprètes, on est dans une rotation beaucoup plus rapide, parce qu'un acteur, les projets viennent plus vite, ils tournent plus vite, ils sont plus vite en demande, ils sont en demande beaucoup. Ils sont beaucoup plus en demande que les metteurs en scène ou les auteurs qui ont une forme d'autonomie dans leur travail. Donc là, c'est un autre travail. Il faut être sur place, il faut toujours être là, il faut être au taquet, il faut répondre, il faut trouver des solutions. Et je dirais en tout cas que c'est de l'accompagnement. Et l'accompagnement, parfois on nous reproche, parce que moi j'entends tout et n'importe quoi sur les agents, donc y compris sur moi-même, hein, je vous rassure. On dit oui, t'as pas assez fait, t'étais pas assez, tu m'as pas fait présenter des gens et tout.
Et il y a quand même une chose qui est évidente, c'est que nous, notre vie est beaucoup plus facile que si on passe un coup de fil et qu'on dit tu veux pas rencontrer un tel et qu'on vous dit oui, et bon, c'est assez simple finalement. Il faut juste avoir travaillé en amont pour avoir cet accès direct aux gens. Mais quand ça résiste, on y passe parfois, on passe par la fenêtre, la porte, etc. Mais c'est très douloureux de dire à un talent ça ne passe pas, il ne se passe rien, ils veulent pas. Donc vous vous taisez, donc vous prenez tout sur vous, et à la fois vous avez cet effet ciseau où vous déployez une énergie de dingue pour y arriver, et de l'autre côté vous vous prenez une baffe énorme dans l'autre sens, puisque de toute façon vous ne pouvez pas partager cet endroit où ça ne fonctionne pas. C'est très difficile, on ne peut pas être en complicité avec un talent sur les problèmes parfois de marasme qu'ils connaissent. Donc c'est vrai que le travail avec les acteurs, c'est d'être très présent, c'est toujours d'accompagner, avec les auteurs aussi. Et cet accompagnement, il se situe à plein d'endroits, c'est-à-dire la recherche de scénarios. Parfois, c'est le tri des scénarios, quand vous avez quelqu'un qui est très en position et qui reçoit beaucoup de scénarios. C'est aussi parfois sur un scénario d'identifier quelque chose d'intéressant et d'avoir, je dis le courage, parce qu'il y a quand même toute une... Je veux dire, il y a de temps en temps dans les agents, il y a aussi des gens qui ne disent jamais rien. Tout est formidable pour eux, tout est génial. Ils n'en pensent pas le moindre mot, mais ils disent c'est génial. Moi, je n'y arrive pas. Bon, voilà, c'est comme ça, on dit que je suis grande gueule, mais je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Je donne mon avis, après on en fait ce qu'on veut, mais je donne mon avis. Et cette détermination, parfois, où on voit qu'il y a quelque chose dans le scénario, mais qu'il n'est pas totalement abouti, on est un peu sur, soit on essaye de prendre la main et de faire comprendre cette position pour que le scénario évolue, pour que votre talent dise oui, parce que vous avez l'intuition qu'il y a quelque chose, soit vous lâchez l'affaire si vous considérez qu'on n'arrivera jamais au bout. Et là, par exemple, il y a une décision d'agent, parce que parfois, si vous lâchez l'affaire et que le scénario est retravaillé hors de vous pendant des mois et des mois, il peut se faire que ça soit quelqu'un d'autre qui le fasse et que ça soit une réussite. Et nous, on a toujours un truc de légitime défense, c'est-à-dire on est toujours dans une position où on se dit... vulgairement, on va s'en ramasser une à un moment donné. Donc c'est toujours très compliqué d'accompagner les choix, parce qu'il y a une part rationnelle, il y a une part intuitive, et il y a quand même une part de compétence qui est que selon le producteur, selon la nature du réalisateur, selon plein de choses, vous voyez s'il y a une possibilité d'aller plus loin, ou si ça va donner un film médiocre à l'arrivée. Donc c'est ça, et c'est un métier, moi la seule chose que je peux dire, c'est un métier que j'adore. Je dois à peu près dire que je l'arrête à peu près 4 fois par jour. J'y retourne le matin. Il y a quelque chose que je voudrais juste faire sentir aux gens, s'il y a des jeunes gens dans la salle qui ont envie de faire ce métier, c'est que c'est un métier qui nécessite un engagement que personne ne semble comprendre. C'est-à-dire, vous vous couchez, vous pensez à vos talents, vous pensez à celui qui est en carafe, celui qui fonctionne, celui qui risque d'avoir la tête qui tourne parce qu'il y a un gros succès. Par exemple, les lendemains de succès, contrairement à ce qu'on croit, nous, c'est de la plus grande inquiétude qu'on puisse vivre. Donc c'est un métier où vous pensez toute la journée, le week-end, les jours fériés. Vous ne pouvez pas faire ce métier en disant oui, je vais travailler lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je vais faire peut-être pas, oui, je vais peut-être pas faire ceci, cela. Non, c'est un métier qui demande un engagement total et absolu. Voilà, ceux qui veulent encore être agents. Et c'est vrai parce que, exceptionnellement, elle a dû arrêter son téléphone le temps de cette rencontre. Parce que je sinon... vais le payer. Voilà, donc, et c'est un métier qui a été rendu célèbre, bien évidemment, par la série 10%. Et je vous propose qu'on regarde un extrait qui est la première fois où on découvre Andrea à l'écran. C'est criminel de partir maintenant. Je suis désolée, mais j'en peux plus là, Andrea. J'en peux plus, tu m'as pompé toute ma sève. Je sais, tu me l'as déjà dit, mais c'est pas une raison. Écoute, c'est normal d'être un peu fatigué. On est tous un peu fatigués, on entre dans l'hiver là. Tu sais pas prendre la gelée royale, viens au bureau à vélo. Tu vas voir, ça va te donner de la force. Non, je te jure que là, si je m'éloigne pas pour de bon, je risque de m'en prendre à toi, physiquement. C'est pas moi, hein, c'est elle. Hein. Rassure-nous, tu as été l'assistante de Dominique Besnéard, ça allait mieux que ça? Mieux que ça, non. Non, j'adore Dominique, qui est un ami, qui est comme un frère. Dominique était... En fait, c'est très drôle, cette expérience, parce que tout à l'heure, on parlait avec Patrick sur les hasards de la vie. Il y a des choses, théoriquement, dans un plan de carrière que vous ne devriez pas faire. Moi, il se trouve qu'à la sortie d'Olga, quand elle a arrêté, je me suis retrouvée... Il n'avait plus les moyens de m'engager. Je vous rassure, j'avais un salaire très minime, mais c'était quand même compliqué. Et donc, j'ai été pendant 4 mois chez René Château, qui a été une expérience totalement dingue dans ma vie. Je crois qu'on a eu des échanges de cendriers pendant
pendant cette courte période et j'ai été licenciée 2 fois. Voilà, donc il fallait que ça s'arrête. Juste, je resitue, René Château qui s'est beaucoup occupé de Jean-Paul Belmondo et aussi de Bruce Lee. Et avec qui il est fâché à vie. Enfin, maintenant à mort, c'est le cas de le dire. Ils sont morts tous les deux. Et donc, j'ai un coup de fil d'Armédia, qui était quand même pour moi le rêve. Enfin, vraiment, je me souviens d'être arrivé devant la plaque Armédia, 10 avenue Georges V, en me disant « Waouh, ça y est, j'y suis, quoi ». Et Jean-Louis Lévy m'appelle. Jean-Louis Lévy, c'était le directeur de Armédia à l'époque. Il m'appelle, il me dit « Voilà, j'ai une proposition à vous faire qui va vous paraître étrange. Je sais que vous êtes agent, vous êtes venu me voir il y a 6 mois, c'est Patrick Bruel qui lui avait parlé de moi en disant il faut la prendre, et donc j'arrive, et il me dit voilà, vous êtes agent, mais je vais vous demander de rétrograder votre position, je vais vous demander d'être l'assistante de Dominique Besnéard. Je dis ah bon. Il me dit oui, c'est un grand casting, il nous amène un flux incroyable de talents, mais alors il est bordélique à souhait, et on a tout essayé. On a essayé déjà 3 assistants, ça ne marche pas, il faut quelqu'un qui le cadenasse. Je dis, ah bah, c'est quand même un projet intéressant. Et il me dit, mais en interne, vous serez traité comme un agent. Il y avait la fameuse réunion du jeudi qui était le mystère absolu pour l'ensemble du métier, où j'avais le droit d'aller, mais vis-à-vis de l'extérieur, vous êtes l'assistante de Dominique. Et donc je dis, bah oui, d'accord, oui, allons-y. Je vois Dominique, qui me connaissait, puisqu'à l'époque, j'avais passé des castings avec lui. Et on se voit tous les deux. Et je dis à Dominique, tu veux pas, etc. Et là, j'ai cette phrase magnifique de Dominique, qui n'a aucun sens du rapport de pouvoir à l'époque, et qui me dit, écoute, chérie, de toute façon, t'es agent, moi, je débute. Oui, ça va être bien. Et là, je me suis dit, bon, ça va, je peux y aller, on va. Et ça a été une période mais magnifique, où on a d'abord beaucoup ri, où on s'est engueulé, mais alors... c'était dingue, et il fallait que je structure le bureau. Donc j'ai attaqué cette partie de ma vie chez Armédia. À la fois, on était tout le temps ensemble. Je sortais avec lui partout, on sortait partout, on était dehors tous les soirs, dans une espèce d'effervescence, de passion déclarée à ce métier. Et à la fois, moi, j'ai appris de lui, il a appris de moi, et on a réussi à structurer ce foutu bureau qui s'est scindé en 2 très vite, derrière, genre 1 an et demi après, où moi j'ai pris une partie de sa clientèle, lui a gardé la sienne et a absorbé une partie de la clientèle de Jean-Louis Lévy qui vendait Armédia à Bertrand de Labbé. Voilà. Jean-Louis Lévy qui est devenu un grand producteur. Absolument. Et qui avait débuté d'ailleurs chez Armédia, il était comptable, Il était comptable. De toute façon, chez Armédia, il y avait des comptables et des anciens acteurs. Voilà. Pas compliqué. Serge Rousseau, Michel Mérise, Sylvette Étiévran, voilà. Qu'est-ce qui fait un bon agent? Parce qu'entre Dominique et toi, on a 2 bons exemples. Déjà, je pense que c'est un peu comme l'auberge espagnole. Il faut savoir ce qu'on attend d'un agent, déjà. Il faut savoir ce qu'on veut d'un agent. Il y a des gens qui sont, par exemple, qui sont assez autonomes, qui n'ont pas besoin qu'on leur parle 10 fois par jour, etc. Puis il y a des gens qui ont vraiment besoin qu'on les porte en nourrice, vraiment, et quelle qu'soit soit leur position dans le métier. Un bon agent, pour moi, c'est quelqu'un d'engagé, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui a l'intelligence des situations. C'est-à-dire que nous, on est dans une position très particulière. C'est-à-dire qu'à la fois, on a un certain pouvoir qu'on acquiert au fil des ans, parce que quand vous commencez, vous n'en avez aucun. Mais quand vous l'avez un peu, il faut toujours s'effacer derrière la situation. Je pense qu'il faut avoir une lecture exacte du rapport de pouvoir dans les négociations, dans la conduite d'une affaire, dans la façon dont vous adressez aux gens. Je vois des gens qui pensent qu'ils sont des bons agents parce qu'ils sont toujours en train de gueuler, de leur dire non, mais moi j'ai raison, je veux tant, etc. Et tout. C'est pas toujours la bonne méthode. Il faut savoir, en fait, moi je dis toujours une bonne négo, ça j'ai appris ça en droit, une bonne négo, c'est quand les 2 parties partent contents. Si vous faites un braquage, vous le paierez un jour ou l'autre et votre talent va le payer un jour ou l'autre. Donc déjà, il y a toujours ce problème de savoir qui a le pouvoir au moment où vous y êtes et savoir si vous l'avez, ce que vous faites, si vous allez être dans l'abus de pouvoir ou pas. Et moi, c'est une chose, je trouve que c'est une faute de débutant d'être dans l'abus de pouvoir. Les gens le payent toujours à un moment donné ou à un autre. Et quand vous n'avez pas le pouvoir, de le reconnaître. Parce que quand vous reconnaissez que vous n'êtes pas dans la position de pouvoir, en face de vous, vous avez des gens qui vont tout de suite descendre d'un cran. Donc on va pouvoir avoir une discussion.
Qu'est-ce qui t'a amené à créer Time Art? Ah ah. J'étais chez Art Media, on était très nombreux et on fonctionnait tous. Enfin, tant que Dominique a été là, ça s'est très très bien passé. Parce que Dominique est un garçon, donc comme on l'a dit, très très folklorique. On va dire ça comme ça. Et on a bien travaillé ensemble. On avait une espèce d'unité de production, comme ça, un peu à nous, un peu bizarre. Un peu, par exemple, je peux donner un exemple. Moi, quand je suis arrivée chez Art Media, j'arrivais donc chez Olga, je négociais pour la télévision, les œuvres de télévision. Chez Art Media, qui était à l'époque d'un autre temps, il y avait les gens qui négociaient la télévision, et puis il y avait les gens qui négociaient le cinéma. Le cinéma, c'était la noblesse. Et la télévision, c'était la valtaille qui permet de se nourrir. C'était un peu quand même comme ça. Bon, nous, on est arrivés, moi j'ai dit, bah non, moi j'ai un talent, je négocie tout pour lui. Sa carrière, on l'a fait sur les 2 médias, donc on va négocier tout pour lui. Et on a été regardés très méchamment au début. Donc on a un peu fait la guerre au début pour bouger les choses. Et puis après est arrivé Bertrand de Labbé, avec qui ça s'est plutôt bien passé pendant quelques années, mais qui avait une technique de management qui était toujours de mettre un peu de monter les uns contre les autres pour une meilleure rentabilité, etc. Bon, alors avec Dominique, vous oubliez, ça n'existe pas. Moi, je suis un peu rétive à ce comportement parce que j'ai mes propres règles de rentabilité. Je sais qu'il faut, je connais tout ça, donc j'ai pas de problème là-dessus. Et puis les années ont passé et à un moment donné, moi, je sentais qu'Art Media commençait à plonger avec des fautes des décisions qui n'étaient pas les bonnes, etc. Donc on a commencé un peu à faire un peu la guerre et à montrer les crocs. Et ça s'est pas très bien passé du tout avec Bertrand. Puis finalement, on a failli faire une petite sécession, mais on nous a expliqué que ça s'appelait du détournement de. Enfin, c'est ce qu'on appelle une. On ne peut pas partir. Voilà, on ne peut pas partir et c'est du pénal. Je cherche le terme, mais je l'ai plus en tête. Et donc, à partir de là, tout le monde est rentré à la niche, tout le monde s'est calmé, mais moi pas. Voilà. Donc à un moment, je me suis dit, c'est pas très raisonnable de partir à. J'avais 57 ans à l'époque, c'est pas très raisonnable de partir à cet âge-là, surtout que j'avais failli partir avant, j'étais beaucoup plus jeune, je me trouvais très vieille. Ça, c'est comme ça. Et finalement, je suis partie en me disant, de toute façon, c'est ça où je vais tomber malade. Parce que je sentais que j'étais pas en équilibre. Alors déjà que c'est un métier déséquilibrant, mais alors en plus, là, c'était too much. Donc c'est vraiment une décision, à un moment donné, totalement personnelle, pas du tout financière, contrairement à ce qu'on croit. Et c'était même une décision vitale pour moi. Pour retrouver cette liberté que j'ai de me dire je fais ce que je veux et je gère les choses comme je l'entends. Dans 10%, on voit justement qu'Andrea, à un moment, enfin, l'agence est rachetée, etc., etc. On sent bien l'inspiration qui vient de Art Media, qui a été la plus grande agence d'Europe à un moment. Elle faisait de la pluie et le beau temps dans le cinéma français. Et on voit, il y a une espèce de course. Enfin, la série est un peu basée là-dessus, une espèce de course aux acteurs, à avoir plus d'acteurs qui rentrent, qui sont représentés par l'agence. J'ai jeté un œil sur le site de Time Art. Te concernant, tu représentes, entre autres, je dis bien entre autres, j'ai pris les plus grands noms, Nathalie Baye, Daphné Burki, Béatrice Dalle, Cécile de France, Lou Doyon, Valérie Donzelli, Audrey Lamy, Virginie Ledoyen, Déborah Lucomena, Corinne Maziero, Julia Piaton, Charlotte Rampling, Lynn Renaud, Soko. J'arrête là parce que la liste est beaucoup plus longue. Et ça ne concerne que les actrices. Tu as aussi des acteurs et tu as aussi des auteurs-réalisateurs. Comment on fait? D'abord, on a des assistantes. Dieu merci. Dieu merci. Comment on fait? Mais en fait, il y a toute une partie du travail qui est un socle commun. C'est-à-dire, quand vous lisez un scénario, par exemple, je vous donne un exemple, vous lisez un scénario. Ce scénario, il peut être pour Tartampion ou Tartampionne, puisque tu as décidé de ne citer que les femmes, ou pour personne. Donc, de toute façon, dès l'instant où vous lisez le scénario, ça va profiter à, je sais pas, 15 talents. Donc déjà, c'est ça, c'est qu'il y a tout un corps de métier qui fait que, en fait, c'est pas, vous ne travaillez pas personne après personne. Ça, il faut avoir dans la tête qui ils sont. Alors, c'est vrai que quand vous représentez des gens, moi par exemple, Charlotte Rampling, ça doit faire à peu près 40 ans, on se connaît bien. Voilà.
On se connaît bien, la circulation est fluide, je connais ses défauts, elle connaît les miens, donc bon voilà. Donc après, c'est qu'on ne parle, soit on se voit pour des raisons totalement affectueuses et amicales, soit on est sur le travail. Sur le travail, les moments où ça fléchit, vous vous dites il faut que je trouve des choses. Parfois, c'est elle qui dit non, mais je n'ai pas envie de travailler en ce moment, mais c'est très rare. Et voilà. Donc c'est vrai que on ne travaille pas individu par individu. Ils sont tous des individus. C'est un peu la phrase de Victor Hugo. C'était quoi déjà la phrase que ma mère me serinait je vais retenir, c'était sur le cœur, c'est-à-dire chacun et tous l'ont tout entier. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut être plusieurs, mais on ne fractionne pas ni son mental ni son cœur. Après, ce qui est intéressant, c'est que en fait, on part toujours du travail pour arriver au talent, et parfois c'est le talent qui prime parce qu'on sent qu'il est en souffrance ou qu'il est empêché. Parfois, on sent qu'il y a des périodes où les gens sont empêchés. Donc là, on rentre dans un autre versus un autre versant de notre métier, c'est avoir un tout petit peu le sens de la psychologie et savoir bien prendre le pouls des talents. Et parfois, c'est compliqué parce qu'il y en a qui avancent masqués, tout bêtement. Mais c'est vrai que là, à partir de ce moment-là, le talent devient le point de départ de notre travail. Mais souvent, c'est le travail commun qui arrive sur les talents. C'est-à-dire que c'est nous qui allons flécher, mais ce travail, il appartient à tout le monde. C'est clair ce que je dis ou pas ? Je crois. Et parmi ces talents, j'ai choisi exprès, volontairement, uniquement des actrices. Il y a Cécile de France, que tu accompagnes depuis très longtemps, un accompagnement qui l'a amené jusqu'à travailler avec Clint Eastwood, comme on le voit dans on va revoir la bande-annonce de Au-delà. Give me your hands. I don't even do this anymore. Your brother, I'm telling you, he's really for real. You can make money doing this. For a while, had an office, a website, newspaper articles, even had a book written about him. So what happened? Couldn't cope. Can I ask you a question? The job I had before was as a psychic. Do the work and you'll go by. Alors, on ne va pas mettre le cinéma américain au-dessus des autres, mais Clint Eastwood, en revanche, on pourrait. Pour un agent, c'est en soi, c'est une récompense de voir de son travail avec un talent que de l'amener, en gros, de l'auberge espagnole à Au-delà. Oui, c'est une satisfaction, déjà parce que vous voyez la satisfaction de l'autre, ne serait-ce que ça. Non, mais en plus, c'est un très joli souvenir pour moi parce qu'on est allé pour la première à New York, et donc la première avait lieu le lendemain, et on nous a montré le film la veille. Et alors, on parlait d'Olga tout à l'heure. Moi, j'écrivais 1370, je sais pas quoi, avenue of Las Americas à New York. Je ne sais pas du tout où c'était, ni quoi que ce soit à l'époque. Et là, on arrive, et tout à coup, j'arrive, c'était la même adresse, donc c'était bien le siège de la Warner. Et on se retrouve dans une petite salle de projection. Et là, vous vous asseyez, vous êtes complètement jet-lagué. J'avais très sommeil. Et tout à coup, vous dites, attends, c'est la salle, c'est Warner. Tout le monde est passé ici. Et moi, je suis là. Donc oui, on ronronne quand ça arrive, évidemment. Surtout que Cécile n'était pas forcément à la recherche de ça. Donc c'est vraiment, elle a passé un casting, elle a été choisie. Ils ont une très jolie relation avec Clint Eastwood parce que par hasard, ils se sont revus une ou deux fois, etc. Et il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de... Il avait rencontré une actrice qui lui plaisait vraiment. Ils buvaient des bières au comptoir ensemble, etc. Donc il y avait toute une partie. Je voyais Cécile comme ça. Je me disais, mais elle était hyper à l'aise avec lui. Et il y avait quelque chose de très joli dans cette aventure, au-delà du film. Alors, ce qu'il y a aussi de joli dans cette aventure avec Cécile, c'est que quand on crée une agence artistique, y a des talents qui partent et qui rejoignent cette agence, et puis d'autres qui restent là où ils étaient. Cette fidélité, elle est rare, ou comment ça s'est passé pour toi quand tu as monté Time Art ?
Alors, cette fidélité, elle est rare et c'est ce qui m'a un petit peu bousqué parce que quand. Boosté, ok, je viens faire bousquer là. C'était mon premier prof de théâtre. Et je me rappelle, rien à voir avec bousquer l'autre. Et pas de nostalgie. Donc. Non, ce qui était très drôle quand j'ai monté Time Out, j'avais rencontré un associé chez Art Media qui a été 3 mois directeur général, donc ça a été très vite parce que ça se passait pas très bien. Et moi, j'avais repéré ce gars parce que je le trouvais hyper honnête, hyper bien, etc. Et c'est mon associé maintenant depuis 9 ans et on se connaît maintenant depuis 11 ans. Et donc, on était là et il me disait, bon, alors tu veux partir? Bon, je vais t'aider, etc. Bon, il me disait, bon, combien de talents vont te suivre? Alors je disais, je sais pas, 30%. Alors il disait, bon, alors il faisait des simulations. Il me disait, non, mais on ne peut pas faire 50. Je faisais, je ne suis pas sûre et tout. Et en fait, à un moment, il me dit, tu n'étais pas très encourageante quand même pour un associé. Et en fait, j'ai eu, alors je peux le dire, 99,9% des talents qui m'ont suivi. Réellement, il y a un talent qui ne m'a pas suivi. Et qui est connu pour, on va dire, ses hésitations. Un garçon à propos duquel on dit, quand il a dit non, c'est qu'il n'a pas tout à fait dit oui. Voilà, c'était un peu ça. Mais sinon, j'ai été suivie par l'ensemble de ma clientèle, on va dire, ce qui évidemment a créé quelques désordres avec le précédent, c'est-à-dire Bertrand de Labbé. Mais après, il faut à son tour s'entourer. Donc, quelque part, il faut devenir Olga et s'entourer de plus jeunes agents, d'assistants, tout ça. Comment ça s'est monté, cette équipe? Et comment on trouve est-ce qu'on fait soi-même un casting d'agents? Non, on ne fait pas un casting d'agents parce que d'abord, moi, les gens m'avaient suivi, mais il fallait que je conforte ma clientèle parce que la fidélité peut s'arrêter très vite aux limites de sa propre rentabilité, comme on dit. Donc les talents sont fidèles, il y a un élan. Après, il y a toujours cet état de grâce. Vous savez, en politique, il y a les 100 jours. Nous, c'est à peu près pareil. Donc il y a une période où tout le monde est très euphorique, on a des nouveaux bureaux, on a des nouvelles équipes. Nous-mêmes, on a une nouvelle énergie aussi. On va rechercher des réserves qu'on ne pensait pas avoir. Et on part comme une start-up, c'est-à-dire au début, moi, il y avait une fille qui était à l'entrée, mais elle faisait mon assistante, elle lisait aussi des scénarios, elle s'occupait des capsules de café. Enfin, vraiment, on est parti en petite voilure. Il y avait un associé à moi qui s'appelle Ludovic Bottalo, je crois qu'il est dans la salle d'ailleurs, qui est un ancien avocat. Mon agent. Il est là ou pas? Oui. Non, il est pas voilà, Ludovic Bottalo, mon agent, bonjour. Voilà, qui a fait la guerre avec nous. Moi, j'ai commencé la guerre un peu avant eux avec Arnaud et Bertrand, mon associé. Et après, Ludovic, très vite, juste avant qu'on prenne vraiment place, était avec nous. Et c'était un avocat qui avait envie de devenir agent d'auteur. Donc on est parti au départ, lui, mon ex-assistant Sébastien Perrola, et on était vraiment ce tout petit groupe, ces trois-là qui ont commencé par essayer de développer cette structure. Puis petit à petit, il y avait 2 solutions. Soit on distribuait les dividendes, soit on réinvestissait. Bon, c'est ce qu'on a fait. Donc on a pu avoir un autre agent, puis un deuxième agent, puis avoir une assistante. Et puis comme des gens nous rejoignaient, on a eu une deuxième assistante. Et voilà, et on s'est structuré au fur et à mesure des besoins. On a eu un comptable au départ, pratiquement à mi-temps, puis après on a eu un comptable, 2 comptables, 3 comptables, puis on avait un juriste, on en a 4 maintenant, parce que ça c'est la plaie du monde moderne, tout est juridique. Voilà, donc, et on se structure comme ça au fur et à mesure des ans. Et au-delà du personnel, je serais tenté de dire, ça représente combien de talents maintenant, Time Out? Alors ça, je ne fais jamais les comptes. Je ne suis pas du tout une femme de statistiques, mais on doit être autour de, je sais pas, 300, un truc comme ça. Et on est 5 agents. C'est très peu par rapport à d'autres agences. On est même microscopique. Agent, tu le disais, c'est pas être uniquement... Parce que souvent, dans l'esprit des gens, c'est lié à des acteurs ou à des actrices. Il y a aussi des auteurs. Parmi ces auteurs, tu représentes un des plus grands cinéastes français, Xavier Beauvois. Et j'aimerais qu'on regarde un moment particulier de sa carrière, qu'on revoie un moment très particulier de sa carrière en images. Et Xavier Beauvois pourrait, d'après ce qui s'est passé ce matin en projection de presse, pourrait succéder à Laurent Canté dans les Palmes d'Or françaises. Qui sait? C'est vrai qu'à ce jour, les 2 concurrents les plus sérieux pour la Palme d'Or sont Mike Leigh avec Another Year, qui tenait la corde jusqu'à ce matin où effectivement
Le film de Xavier Beauvois, Des hommes et des dieux, a été unanimement applaudi. Et je crois que nous avons 2 concurrents sérieux pour la Palme d'Or. Voilà, c'est même 2 moments importants, mais qui reviennent au même film, Des hommes et des dieux, le sublime des hommes et des dieux. Cannes, où il a eu le Grand Prix, il ne faut pas l'oublier, donc la montée des marches, Cannes, et puis après les Césars. Et tu disais tout à l'heure, on parlait du succès. Comment on accompagne le succès d'un auteur ou le succès d'un acteur? Et comment on fait que ce n'est pas la catastrophe après? Alors comment on l'accompagne? Déjà, ça dépend comment la personne qui détient ce succès réagit derrière. Il y a des gens que ça immobilise totalement. Ils sont pendant 2-3 ans, ils sont secs, ils n'y arrivent pas. Je parle des auteurs là. Et puis d'autres qui, en revanche, passent à un excès de confiance, c'est-à-dire ce moment où on se dit j'ai trouvé les clés, je sais comment maintenant avoir le succès. Et là, c'est là que l'erreur commence. Ça, les producteurs le savent tous. Souvent, ça se passe plus au niveau du montage que par exemple, il y a eu énormément de problèmes de montage sur le film suivant. Et il était rétif à la critique, et c'était difficile de lui parler. Et à un moment donné, de toute façon, en France, le montage, c'est d'un commun accord, ce qu'on appelle le final cut. Et il fait le film qu'il voulait faire. Et ça ne s'est pas super bien passé, en plus. Et donc après, il y a un film qui est un peu passé comme ça, et puis il remet le pied à l'étrier derrière, et on recommence dans un... Alors parfois on veut faire un film plus léger, moins lourd en financement. Voilà, il y a plein de... Par exemple, quelqu'un qui a fait un film à 6-7 millions et qui marche beaucoup, parfois derrière vous avez des gens, parce qu'ils ont eu un gros succès, ils ont envie de revenir sur un petit film où ils ont l'impression de prendre moins de risques, d'avoir moins de pression, d'avoir moins de choses sur leurs épaules. Donc c'est aussi, il faut avoir un rapport à l'écoute. Et surtout, c'est un peu le principe de ce métier, c'est vous pouvez tout penser, tout dire, il faut choisir le moment. Si c'est comme un acteur qui est sur une scène, vous allez le voir, vous trouvez qu'il est pas très bon ce soir-là, ou vous trouvez que le spectacle est un désastre, malheureusement ça nous arrive, vous sortez, vous avez plutôt besoin de le conforter que de lui dire « Ah, tu sais, là tu devrais pas... Non, c'est impossible, c'est inaudible. À la sortie de scène, vous dites « C'est super, c'est très bien ». Et puis 2-3 jours après, 4 jours après, vous parlez. Ou alors, c'est que vous êtes avant. Vous êtes, par exemple, pour les réalisateurs, vous êtes devant une copie de travail, ce qu'on appelle une copie de travail. C'est-à-dire quand vous voyez des films qui sont à un état avancé du montage, mais on peut encore faire quelque chose. Et parfois, on y va parce que c'est comme ça. Et puis parfois, vous avez les producteurs qui vous appellent, qui disent « Tu peux pas venir voir le film parce que là, il y a un truc, il veut rien entendre et tout ». Donc là, vous y allez en service commandé, comme on dit. Et vous regardez, vous faites votre propre avis déjà. Et là, vous pouvez vraiment parler sur le moment en disant « Si je parle pas là, après, c'est trop tard ». Donc, ça dépend des endroits où on est, les moments où on est, ça dépend du talent, ça dépend comment il réagit. Et je vous dis, c'est aussi, là, j'arrête pas de parler, mais agent, c'est écouter, c'est beaucoup écouter. Et c'est entendre au-delà de entendre ce que les gens ne disent pas toujours. C'est ça qui est d'ailleurs assez passionnant dans nos métiers. Et l'échec, ça se gère facilement? C'est-à-dire qu'un acteur, on peut voir des acteurs qui connaissent une série de succès, puis tout d'un coup, brutalement, ça s'arrête? Alors, c'est le truc, c'est quand vous avez un échec, si vous êtes très habitué au succès, vous ne voyez plus que ça. C'est tout à coup, c'est le trou noir. Il n'y a plus que ça. Tout est absorbé dans cette tragédie de l'échec. Dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est redonner confiance. C'est donner le temps de la confiance. De toute façon, dans ce métier, vous regarderez, c'est intéressant de regarder les carrières d'ailleurs, c'est toujours le rapport à la confiance. L'excès de confiance conduit à l'accident et le peu de confiance conduit au néant. Donc, il faut naviguer entre ces deux zones-là. C'est donner la confiance et parfois amener des tempérances à cette extrême confiance. Alors, un agent, c'est aussi un accompagnateur. Alors, un accompagnateur de grands talents comme Cécile de France ou Xavier Beauvois, mais aussi parfois de jeunes talents fragiles. Le cinéma français, notamment, se nourrit de ces jeunes talents, souvent aux dépens de ces jeunes talents. Quelle est la responsabilité d'un agent quand, par exemple, il a
On se souvient de Gérald Thomassin, c'était donc la révélation du petit criminel qui avait remporté le César du meilleur espoir, ou plus récemment de Rod Parado qui lui, à l'inverse, a eu quelqu'un qui a géré sa carrière plus intelligemment et lui a permis non seulement de recevoir le César du meilleur espoir, mais aussi quelques temps après le Molière du meilleur espoir au théâtre. Donc, quelle est la responsabilité d'un agent par rapport à des jeunes talents dont le cinéma est si friand? Alors, je dirais qu'il y a deux types de jeunes talents. Vous avez des jeunes talents qui ont toujours rêvé de faire ce métier, qui ont pris des cours, qui ont été dans des écoles, qui parfois ont fait le conservatoire. Donc, c'est déjà des talents qui savent que c'est un métier. C'est-à-dire qu'il y a aussi, au travers j'allais dire de la scolarité, mais c'est un peu ça, l'expérience que c'est un métier, que même si on s'engage, quand on joue, on joue. Le problème, c'est que le cinéma a recruté beaucoup de ce qu'on appelle le casting sauvage. Donc là, vous êtes, je ne sais pas combien dans la salle, il y a forcément quelqu'un qui, à un moment donné, peut rencontrer un rôle. Ça fait partie de tout le monde. Moi, je peux être génial dans un rôle, je ne sais pas lequel. Vous pouvez être génial dans un rôle, vous ne savez pas lequel, moi non plus. Mais ça, c'est la réalité. Donc on prend ces gens-là, parce qu'aux essais, ils incarnent déjà quelque chose que le metteur en scène n'a plus à construire ni à trouver. C'est beaucoup plus compliqué d'avoir un acteur dont on se dit est-ce qu'il va être assez, je ne sais pas, populaire ou aristocrate, ou est-ce qu'il va savoir trouver ça, est-ce qu'il va savoir travailler ça. Alors à la fois, ce qui est paradoxal, c'est qu'en France, on a une admiration formidable pour les acteurs anglais et américains, qui eux sont ceux qui se baladent sur une tessiture dingue. Et nous, en France, on va toujours chercher le type qui correspond le mieux. On ne cherche pas à se dire qu'un acteur peut y aller, on prend le type qui est ça dans la vie. Alors là, il y a une responsabilité parce que vous avez des jeunes gens qui se brûlent les ailes. Alors, à une époque, ça a été beaucoup la drogue. Avec Dominique, on en a fait l'expérience. Gérald Thomassin était chez Dominique. Et donc, qui se brûlent les ailes parce que tout à coup, tout est facile. Leur vie bascule. Ils vont dans des restos avec la terre entière, les gens qu'ils ont vus à la télé ou au cinéma. Tout à coup, ils ont les moyens de se prendre un appartement. Ils ont les moyens d'avoir une moto, une voiture, etc. Et tout à coup, la vie bascule. Ils changent complètement de registre. Sauf que il y en a très peu qui comprennent que c'est comme le jeune footballeur qui arrive à un endroit et qui doit se préserver pour son métier, mais qui doit apprendre les règles de son métier. Et au lieu de se dire, tiens, je vais me mettre à lire, je ne lisais pas, je vais me mettre à lire, je vais essayer dans les discussions de pouvoir, quand on dit, si on parle de, je sais pas, d'Émile Zola, on comprend que ce n'est pas de la place à côté dont on parle. Mais bon, voilà. Donc, rigolez pas, c'est vrai. Et, ou rigolez, comme vous voulez. Mais donc c'est vrai que quand il n'y a pas cette appétence pour la culture, le fil qui peut les amener loin, il est rompu. Et de façon générale, moi, j'ai vraiment un mantra, c'est que la culture, pour moi, c'est la seule chose qui vaille le coup dans la vie. C'est-à-dire, ça vous amène à ouvrir les portes, à ouvrir les fenêtres, ça vous ouvre des horizons infinis, ça vous amène sur des endroits où jamais vous n'auriez pu penser aller. Ça vous apprend à structurer une pensée, ça vous apprend tout ça. Et quand vous avez ça, vous êtes armé pour tout. Vous êtes armé pour l'échec, pour la réussite, pour ce que vous voulez. Et ces jeunes acteurs ou jeunes actrices se perdent parce que tout à coup, pour eux, c'est un moyen de gagner de l'argent, point barre. Et ça, c'est un désastre derrière. Moi, je peux parler d'un jeune garçon qui s'appelle Dylan Robert, qui a eu le César du meilleur espoir il y a 4 ans maintenant, je crois, pour un film qui était magnifique, qui s'appelle Sherazade, qui était un film mais vraiment magnifique, dans lequel il était magnifique. Ce gamin a un talent d'acteur. Il a fait d'autres films derrière, mais à côté de ça, vous êtes rattrapé par son histoire, rattrapé par les copains, rattrapé par le fait qu'il n'a pas compris que c'était une chance qui s'ouvrait devant lui et que s'il travaillait un peu, s'il était un peu sérieux, s'il était accompagné, alors le problème c'est l'accompagnement évidemment, il a été ramené au plancher des vaches et surtout là aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il est en tôle et pour peut-être un grand moment. Donc ça fait mal. Ça fait mal, mais comment faire quand on doit accompagner des gens qui sont rattrapés par leur histoire, qui tout à coup, voilà, ils flambent leur vie. Ça a toujours existé dans le cinéma, mais là, ça fait mal. Voilà. Alors, tu parlais de culture. Maintenant, dans notre culture, il y a les séries. Sérimania en est la preuve. Et les séries ont un peu, quand même, révolutionné, je pense, ce métier. On va en parler
après avoir regardé un extrait tout simplement de Nona et ses filles. Pourquoi ? Parce que c'est écrit et réalisé par Valérie Donzelli que tu représentes, avec Miu Miu qui est représenté par Sébastien Perrola, Virginie Ledoyen que tu représentes. Bref, c'est un peu... Et Clotilde Dème. Et Clotilde Dème aussi que tu représentes. Bref, c'est un peu la famille Time-Art sur un écran. Je m'appelle Elisabeth Perrier, mais tout le monde dit Nona. Je suis féministe. J'ai toujours milité pour les femmes, leur liberté, leur combat. À 27 ans, j'ai eu des triplés. Je travaille toujours au planning familial de mon quartier. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. Je suis de nouveau enceinte et c'est vraiment une catastrophe. Série présentée à Sérimania. Absolument. Alors en quoi ça a changé un peu ? Parce que tourner une série, oui, mais maintenant on en tourne des dizaines. Qu'est-ce que ça a changé dans le métier ? Déjà, ça fait un peu plus de travail. Après, il y a une problématique sur les séries, c'est que quand vous faites une série, il y a quelqu'un qui va tenir le rôle principal de 5 ou 6 épisodes. On ne va pas le changer. Non. Donc c'est vrai que à la fois c'est plus de travail, mais ça réduit le champ de multiplicité de chances pour les acteurs, en fait. C'est un petit peu le problème. Non, ce que ça a révolutionné, je pense qu'il y a deux choses. C'est le mode de consommation de la série, qui nous fait du mal au cinéma. C'est-à-dire que les séries se consomment sur les ordinateurs, chez soi, sur la télévision, etc. Le cinéma, il faut sortir, il faut aller sous la pluie ou le soleil. Voilà, il y a tout un process qui fait que le désir d'un film est plus fragile que le désir d'une série. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en termes de récit, ça a changé. Et surtout, les séries, cette compétition autour des séries aujourd'hui est en train de renouveler aussi, on le voit, la façon d'écrire, la méthode d'écriture, et il y a un renouvellement du récit. C'est-à-dire que, on parlait tout à l'heure du jeune Fabre, ça ne vous dit rien, mais c'était des séries très classiques où tout était un peu... voilà, on prenait son temps, on racontait les choses lentement, etc. Aujourd'hui, on exposait pendant des heures les choses. Aujourd'hui, les séries, on rentre direct dans le récit. Et le spectateur a évolué par rapport à ça. C'est-à-dire que la scène d'exposition qui dure 15 plombes, elle passe plus du tout. Les gens ont déjà zappé, ils sont passés à autre chose. Donc, ça renouvelle aussi le récit et la possibilité du récit. Parce que c'est sûr que sur 6-7 heures, on peut raconter des histoires sur un rythme qui n'est pas celui ni du cinéma, ni du téléfilm lambda, enfin de l'unitaire, on va dire de l'unitaire. Donc oui, ça bouge les marques, ça revisite tout. Et à ce titre-là, on est dans une période formidable. Après, est-ce que le cinéma est mort ? Moi, dans l'entrée de Time-Art, il y a un truc qu'on m'a offert il y a très longtemps. C'est une couverture de Paris Match de 1954 où il y a « Le cinéma est-il mort ?» Parce qu'il y avait l'arrivée de la télévision. Donc, est-ce que le cinéma est mort ? Je ne crois pas, mais ce qui est sûr, la preuve, c'est qu'il y a des films qui marchent, il y a des films qui existent, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a tout un modèle économique qu'il va peut-être falloir rebattre, parce qu'on ne peut plus protéger les 17 films qui sortent par semaine, et que le désir des spectateurs, il est sans cesse interrogé, et donc forcément, le film qui sort, ça sera le film qui tiendra le plus la route, c'est le film qui sera le mieux exposé, c'est le film qui sera le plus protégé. Donc tout ça, c'est là où c'est un métier. Tout ça n'est pas comme ça, c'est pas de la poudre de perlimpinpin, mais ça dépend du distributeur, ça dépend de l'attaché de presse, ça dépend du producteur, ça dépend. C'est toute une chaîne qui détermine si on va arriver à protéger un film, à ce qui reste. Quand vous avez des films comme Anatomie d'une chute, par exemple, sur le papier, il y a, si je reviens en arrière, il y a 2 ans à peu près, quand on lit le scénario, parce que moi je suis l'agent de Swan Arlo, donc j'ai lu le scénario comme lui, on trouve le film formidable et tout, mais jamais on n'aurait pu penser que ce film ferait 1 million d'entrées. Dans le marasme dans lequel on était à l'époque, c'était impossible à comprendre. Et puis tout à coup, vous voyez le film, vous voyez que le film il est tout à coup un peu en phase avec la société dans laquelle on est. Ça parle du judiciaire, ça parle du doute, ça parle de la vérité ou les vérités. Qui a tort, qui a raison. Et ce film, tout à coup, réveille tout le monde. Alors il y a Cannes, elle a une Palme d'Or, et derrière, c'est les Oscars, etc. Mais tout ça, vous pouvez pas l'envisager à ce point-là. En revanche, ce qu'on savait, c'est que le film était bon et que le film avait un socle. Voilà. Donc, c'est
c'est tout cet enjeu qui va se passer. Parce que les séries, vous êtes à Série Mania, il y a plein de séries. Moi, on me dit, ouais, il faut que tu regardes ça et tout. Alors, honnêtement, je regarde 2 épisodes parce que c'est trop chronophage et j'ai pas le temps. Donc, je regarde 2 épisodes, tout comme vous d'ailleurs ici, puisque vous regardez 2 épisodes. Et vous voyez très vite, si vous avez, ici vous avez une petite sélection sympathique, mais quand vous regardez comme ça un peu au débeauté, il y a très peu de grandes séries. Il y a très peu de grandes séries. Mais quand vous êtes chez vous, derrière votre télévision, que vous regardez parce que vous êtes crevé, que vous êtes rentré le soir et tout, vous pouvez regarder une série pendant 4 heures. Ça n'a aucune importance. Par contre, d'aller au cinéma voir un film, le pari est plus risqué. Voilà. Donc je pense que c'est aussi, il va y avoir une augmentation du niveau de qualité des séries. Et nous, au cinéma, il faut qu'on monte le niveau aussi pour qu'on soit désiré. Alors le cinéma doit se révolutionner quant à sa qualité, à son intérêt, mais il se révolutionne aussi dans ses comportements. Tu fais partie de cette révolution. Elle a débuté en mai 2018 lors d'une montée des marches que j'ai eu le privilège de vivre, quand 82 femmes du cinéma, des professionnels du cinéma, se sont retrouvées sur les marches et on revoit des images de cet instant. J'aime bien le fait qu'on te voit avec tes lunettes noires. Juste derrière toi, il y a cette chère Tony Marshall qui était elle aussi avec ses lunettes noires. C'est très émouvant. C'était émouvant parce qu'effectivement, c'était Tony qui, elle, avait eu un César, a été la première femme réalisatrice à avoir un César. C'était lequel d'ailleurs, de la réalisation ou du film, ou du meilleur film, je ne sais plus. Oui, pour Vénus Beauté Institut. Donc, ce jour-là, s'était créé quelques jours avant le collectif 50-50, dont tu fais toujours partie. Non, j'ai démissionné. Tu as démissionné? Non, je n'ai pas démissionné, je n'ai pas renouvelé ma cotisation. D'accord. Qu'est-ce que ça a représenté? Parce que ça naissait du mouvement, de l'affaire Weinstein, du mouvement MeToo, c'était le début de tout ça. Qu'est-ce que ça représentait pour toi, cet engagement? L'engagement, déjà, ces 82 dont je faisais partie sur les marches, c'était déjà un moment extrêmement émouvant pour nous toutes. Quand vous voyez Agnès Varda, vous vous dites, oui, c'était transgénérationnel. Il y avait des gens très jeunes, il y avait des gens comme Agnès, il y avait des étrangers, il y avait quelque chose, ce mot qu'on entend toujours et qui ne veut pas toujours dire grand-chose, il y a eu un moment de solidarité et de sororité à cet instant-là. Et ça, c'était très émouvant parce qu'on a de moins en moins d'endroits et de moments où on est tous ensemble dans une salle à vivre la même émotion. C'est pour ça que moi, je prône l'installation du cinéma et de remettre les ciné-clubs dans les lycées, parce qu'on voit bien qu'il y a une démultiplication de la consommation, c'est-à-dire vous allez chez des gens, il y a le mari regarde quelque chose sur son ordi, la femme aussi, l'enfant regarde aussi autre chose, la sœur regarde autre chose. Il y a un moment, on se dit, mais comment ils font, quoi? Il y a un moment donné, ils ne sont jamais au même diapason d'une émotion, à part pour le sport, qui sont les seules choses qui fédèrent aujourd'hui. Donc je suis pour le retrouver, cette émotion collective et cette énergie collective qui me paraît rendre les gens meilleurs, ce me semble. Mais en tout cas, pour revenir à ta question, ce que j'ai senti, c'était d'abord, il y avait une énergie incroyable de se dire c'est le moment où on peut peut-être essayer de rebattre les cartes, c'est-à-dire oui, effectivement, d'essayer qu'il y ait plus de femmes dans le cinéma, plus de femmes chez les techniciens, parce qu'il y a des femmes qui ont envie d'être chef opérateur, parce qu'il y a des femmes qui ont envie d'être assistantes réalisateurs, parce qu'il y a des femmes qui veulent faire autre chose que script, et puis il y a des garçons qui ont envie d'être script, et tous ces métiers étaient très cloisonnés. Et donc, moi, je n'ai fait que modestement participer à ces travaux-là, mais ils ont tous travaillé sur des choses très pragmatiques. Il y a eu un annuaire, c'est-à-dire quand on cherchait à faire la parité dans les tournages, il y avait un annuaire, on disait, voilà, il y a 250 assistantes femmes qui peuvent être première assistante, deuxième assistante, etc. Donc c'était provoquer un mouvement pour qu'il y ait plus de femmes dans le cinéma, parce que plus de femmes dans le cinéma, ça aussi modifie l'écosystème du cinéma et même la façon d'envisager le métier, les rapports dans le métier. Et donc moi, je trouve ça très important et cette énergie-là, je n'avais pas envie de la louper. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de collectif. On fait des métiers très individuels, bien qu'une œuvre cinématographique soit collective, une œuvre de théâtre est collective, et bien pourtant, il y a de l'individualisme à tous les étages dans ce métier, ce qu'on peut appeler ça l'ego, mais en tout cas, il y a de l'individualisme. Et là, il y avait quelque chose de collectif qui poussait comme ça et qui était, il me semblait, être très nécessaire
Dans la société dans laquelle on est, c'est un peu la même s'il y a eu des petites ruptures entre-temps, mais globalement, c'est ce qui manque le plus aujourd'hui. Et ce mouvement a permis des choses concrètes. Il y a eu, je pense au fameux bonus de 15% par exemple. Pour vous expliquer... La petite incitation financière marche toujours. Voilà, une incitation financière aux productions à engager plus de femmes à des postes clés, comme chef de poste sur un tournage. Et à partir d'un certain nombre de chefs de poste, il y a un bonus de 15% qui est donné par le CNC. Donc il y a eu des choses concrètes de fait, mais il y a une chose qui n'est pas concrète mais palpable, c'est qu'il y a eu une libération quand même de la parole, puisque le collectif a travaillé sur ces choses concrètes qui sont liées au métier directement, mais aussi sur les violences sexistes et sexuelles, et ont permis aussi de travailler à la libération de cette parole. La libération de la parole, il y a surtout eu on va dire un top départ un peu puissant. Ça a été la prise de parole d'Adèle Haenel à l'époque, quand elle a fait cet entretien sur Mediapart, et qui a été une déflagration. Donc là, on a commencé à avoir effectivement une ouverture de la parole. La plus grande déflagration, c'est quand même celle de Judith Godrèche récemment, qui a fait une prise de parole impeccable et qui effectivement, aujourd'hui, moi je le vois dans des changements de comportement, parce que quand vous êtes agent, vous avez des talents qui viennent vous raconter des choses, mais qui vous demandent de ne pas les raconter, qui vous demandent d'être dans la confidentialité de cet échange, qui ne veulent absolument pas assumer une prise de parole quelle qu'elle soit, et vous êtes bien obligé de le respecter, puisqu'on est dans un rapport humain, et que nous-mêmes, nous ne sommes pas témoins directs, donc on n'a pas de possibilité, on va dire, juridique d'aller dire ce garçon s'est mal comporté, je l'ai vu sous mes yeux. Mais vous êtes au rythme de votre talent qui veut s'exprimer ou pas. Et là, la prise de parole de Judith Godrèche fait qu'aujourd'hui, ces mêmes femmes, jeunes femmes, reviennent me voir en disant ça y est, je crois que j'ai envie de parler, etc. Donc, il y a eu cette double déflagration. Il y a eu Adèle Haenel et tout à coup Judith Godrèche. Et là, ça ne va pas s'arrêter parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet dont les journalistes se sont emparés. Il y a des enquêtes. Alors évidemment, le problème des enquêtes, c'est que tout le monde sait tout dans ce métier alors qu'on ne sait rien. Et que tout à coup, on vous dit, oui, alors il y a un tel. Enfin, bon, ça, moi, c'est la partie que j'essaye de contrôler, entre guillemets. C'est de dire, moi, tant que l'enquête n'est pas faite et que les noms ne sont pas avérés, et en plus, est-ce que c'est vraiment à mettre dans le domaine public? C'est une autre affaire. En tout cas, nous, on voit bien qu'aujourd'hui, le train est en marche et qu'il y a une volonté de... il n'y a pas que nous, je pense que vous lisez suffisamment la presse pour le savoir. Il y a un train qui est en marche et que moi, je trouve extrêmement nécessaire et sain, parce qu'il y a eu des dégâts, parce que je peux vous assurer que quand vous avez quelqu'un qui a été fracassé par des histoires pareilles, c'est... D'ailleurs, c'est même pas moi qui vais parler. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission La Grande Librairie l'autre jour avec Christine Angot. Christine Angot qui parle de l'inceste qu'elle a eu avec son père et qui, depuis maintenant, je crois que ça doit faire 25-30 ans, parle de ça, l'écrit, le réécrit. On pourrait se dire qu'elle est dans la résilience, etc. Et tout à coup, qui, sur une question de trapenard, s'est effondrée littéralement en direct. C'était extrêmement bouleversant. Et là, vous touchez du doigt la violence destructrice sur les gens, parce que tout le monde n'est pas Christine Angot et tout le monde ne peut pas faire de cette histoire ce qu'elle en a fait. Donc, quand vous voyez des jeunes femmes comme ça qui ont été fracassées littéralement, vous avez franchement envie on va dire que le ménage soit fait. Après, ce que je vois aujourd'hui et qui, moi, comment dirais-je, c'est pas que ça me perturbe, ça me fait de la peine, on va dire. Il y a eu un mouvement comme ça, très contre les femmes de la génération, alors juste celle un peu au-dessus de moi, du genre pourquoi Catherine Deneuve dit que, etc., haro sur Catherine Deneuve. Moi, je dis, on est tous d'accord que je ne crois pas qu'il y ait des gens aujourd'hui dans la salle qui vont vous dire non, mais moi, j'adore le viol. J'adore les violences. Non, je ne crois pas. Bon, donc on est toutes d'accord, quelles que soient les générations. Et aujourd'hui, il y a une petite faille qui s'est ouverte entre les deux générations. Et donc moi, j'essaye de rappeler que cette génération, elle a changé ma vie à moi.
quand j'avais 17 ans, l'avortement a été voté. Ces femmes se sont battues à une époque où elles n'étaient pas dans l'air du temps, du tout. Et elles prenaient des risques. Aujourd'hui, de dire, moi, je suis pour... On est dans l'air du temps, il n'y a aucun risque personnel. Celles qui parlent prennent des risques. Mais un peu le vent est passé. Je pense que ça, elles vont être protégées et on fera tout pour protéger cette nouvelle génération. Mais qu'aujourd'hui, on essaye de mettre des ponts entre nous, c'est-à-dire de comprendre ce qui s'est passé avant. La génération d'avant, la mienne, là, pour le coup, ne peut pas non plus dire non, mais c'était bien comme ça et tout. Oui, c'était bien. Moi, j'ai adoré toutes ces années-là, sauf que je n'ai pas vu les choses. Alors, je n'ai pas vu. S'il y a 1 ou 2 personnages, on savait, mais là, on protège. Là, c'est facile de protéger. C'est pas compliqué. Quand c'est un producteur, vous dire, vous allez avec votre talent sous le bras, il vous dit, viens dans la chambre d'hôtel. Non, on va faire ça, tu sais quoi, à mon bureau, puis je vais être là, ça t'ennuie pas. Voilà, moi, je l'ai fait, ça. Il y a une personne, je ne vais pas la citer, mais dont on sait que, voilà, il fallait un peu protéger nos ouailles. Mais il y a plein de choses qui faisaient partie du contexte de ces années-là. Et on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu, parce que les pervers narcissiques, à l'époque, on n'en parlait pas. Donc déjà, on ne savait pas qu'un pervers narcissique, ça isole, qu'il y a un mode opératoire, tout comme un serial killer. C'est pareil, il y a des modes opératoires. Ça, nous, on ne savait pas. Ensuite, la deuxième chose, c'est on sortait... Enfin, moi, j'arrive après, mais cette génération sort, celle qui a fait mai 68, elle sort d'une époque cadenassée, politique, etc., où tout à coup, on ouvre les portes et les fenêtres, et le slogan, c'est « Il est interdit d'interdire ». Donc, c'est vrai que ça a un impact. Et la deuxième chose, c'est alors une affaire qui, moi, m'a touchée à l'époque, qui est l'affaire Gabrielle Russier, qui est une affaire où une institutrice de 36 ans a une histoire d'amour avec un élève qui, je crois, déjà avait 17 ans et demi, 18 ans à l'époque, mais il était mineur à l'époque, et qui s'est suicidé. Et c'était sous l'époque Pompidou, puisqu'il y a eu une conférence de presse assez célèbre où on lui a posé la question, il a dit 4 vers d'éluard et il est parti comme ça, c'était un peu incroyable. Cette histoire m'a bouleversée. Elle a fait l'objet d'un film qui s'appelait Mourir d'aimer, d'André Cayatte. Avec Annie Girardot. Avec Annie Girardot. Et vous êtes bouleversé par cette histoire. Pourquoi ? Parce que vous dites c'est une histoire d'amour qui va contre la morale, mais c'est une histoire d'amour. Tous ces curseurs-là, quand on arrive dans la période Judith Godrèche, que moi d'abord, je la connais bien, et en plus je l'ai connue à l'époque, elle avait 16 ans. Et un jour, je lui ai dit, mais Judith, moi, j'ai jamais vu ça. Elle m'a dit, mais tu pouvais pas voir. Puisqu'on évitait les dîners, que tout ça se passait dans la sphère intime. Alors oui, c'était interdit, absolument. C'était interdit d'être avec un mineur, oui. Mais c'est vrai que c'est une époque où on était un peu mou du bulbe là-dessus. Et pourtant, la pédophilie, c'est marqué dans le code civil, enfin pénal même, et ça a toujours été le cas. Donc je dis, nous, notre génération, il ne faut pas qu'on dise, ah bah c'était comme ça, puis c'était comme ça. Il faut juste revisiter cette histoire en disant, oui, on a laissé passer des choses. Alors, chercher des excuses ou pas, j'en suis pas là. C'est juste qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'affronter au mouvement qui est aujourd'hui, mais peut-être l'accompagner et peut-être de temps en temps le modérer. Parce que vous avez aussi, dans cette mouvance, par moment, on va dire des accros qu'on pourrait éviter quand même. Est-ce que cet accompagnement, il passe par une forme d'éducation, je ne sais pas. Enfin, par exemple, on sait que maintenant au CNC, il y a des stages pour les producteurs, pour leur expliquer ce qu'il faut faire en cas de violence sexiste et sexuelle sur leur tournage. Est-ce qu'on pourrait imaginer, je ne sais pas, qu'il y ait des formations des acteurs avant un tournage ou des réalisateurs ? C'est prévu. Alors, pour le coup, alors là, je parle en tant que président du syndicat des agents, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous dites tous individuellement, on est de bonne composition, et puis surtout, nous, on peut se retrouver avec d'un côté un agresseur, de l'autre côté une victime. Alors, on espère que ce n'est pas la même que chez nous, parce que là, ça devient très compliqué. Et on n'a pas les outils aujourd'hui. Nous, on n'a pas les outils. On fait avec ce qu'on sait, c'est-à-dire, moi, parfois, je fournis des conseils juridiques, via mes avocats, pas moi directement, mais des conseils juridiques, puis des accompagnements de psychologues, etc. Et puis, il y a des associations qui s'occupent d'aider les victimes à parler, parce que du coup, ce sont plusieurs victimes, donc c'est beaucoup plus possible pour quelqu'un de s'exprimer quand il se rend compte que l'autre a parlé, et qu'il ne faut pas être tout seul, isolé, avec cette fameuse réplique que j'entends tout le temps, oui, mais c'est parce qu'elle a un trou dans sa carrière, elle a besoin d'en parler. Mais là, je dis, qui de la poule fait l'œuf ? Parfois.
Donc oui, on travaille sur, on rencontre des associations, on rencontre des juristes. Moi, je l'ai fait aussi dans le cadre des Césars, où on réfléchit sur qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les outils. Par exemple, il y a une chose très claire aujourd'hui. On se rend compte que quand on a des... Alors j'adore l'expression, mais ne la prenez pas mal, des mâles blancs de 60 ans, ils ont un peu de mal à comprendre les changements de règles, on va dire. Donc effectivement, la définition pénale n'est pas la définition de ce qu'on appelle des violences sexistes et sexuelles. Alors oui, le viol, ça rejoint les deux catégories, hein, mais il y a des comportements que certains hommes ont du mal à intégrer. Donc, par exemple, on va leur fournir, et on est en train de parler avec les producteurs, les syndicats de producteurs aussi, des définitions de ce qu'on appelle du harcèlement moral, sexuel, etc., etc. De façon à ce que, quand des personnes franchissent la ligne, ils savent profondément qu'ils franchissent la ligne. Alors qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qu'ils franchissent la ligne. Moi, je me souviens quand même, dans ma génération, j'entendais quand il y avait des jeunes filles quelque part et que des mères arrivaient avec leurs fils, elles disaient « planquez vos poules, je lâche mes coques ». Ça n'aide pas à conscientiser, comme on dit, l'infraction, on va dire. Donc, effectivement, c'est aussi tout un changement de comportement, c'est un changement qui fait peur à certains, qui fait peur parce qu'on n'aime pas ce qui est pas tout à fait en place. Et donc, oui, c'est compliqué. Moi, je me suis vue parler à des acteurs chez moi. Alors, à un moment, j'ai attrapé un fou rire. Alors, ils se demandaient pourquoi j'avais le fou rire. C'est que je parlais à ces garçons comme ma mère me parlait il y a 30 ans. Enfin, même plus que 30 ans, parce que là, ça aurait été grave. Il y a 45 ans, c'est-à-dire, elle me disait, non, on ne monte pas dans la chambre d'un mec à 2h du matin. Je n'ai jamais compris le minuit, 2h du matin, mais bon. Donc, ils nous mettaient en garde. C'était nous qui devions être sur nos gardes. Et là, aujourd'hui, il y a des acteurs à qui je suis obligée de dire ça, parce que tout à coup, ils disent, mais c'est vraiment, prends-le comme un hommage. Non, c'est pas un hommage. C'est invasif. Ça ne se fait pas. Donc, c'est assez drôle de voir comment les frontières sont en train de bouger et comment il faut faire bouger les gens et qu'ils acceptent que, enfin, les deux générations se tiennent la main au lieu de s'opposer. Parce que pour nous tous, c'est un chantier compliqué. C'est un chantier complexe. Par exemple, moi, je vous donne un exemple. Je suis agent, on m'a fait un signalement. Donc j'ai dit, ah bon, mais c'est affreux. Oui, il y a 5 témoignages concordants. Ah, ok. Mais il ne faut pas que tu parles. D'accord. Alors je fais quoi? Tu sais. Ah, oui, c'est pratique. Voilà, donc vous parlez avec la personne qui vous dit, les yeux énamourés, je n'ai rien fait, je ne comprends pas d'où ça vient, je ne sais pas. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous faites rien. Et vous êtes là, dans une espèce de zone grise, où vous ne pouvez pas expliquer que la rumeur, parce que là c'est atroce, la rumeur, il n'y a rien de pire que la rumeur. Donc on a des zones comme ça où on ne sait pas très bien quoi faire. Il est là le problème quand même. Donc on travaille sur ça en ce moment, pour que, en fait, quand il y ait plusieurs signalements, ça aille jusqu'à la plainte, ou en tout cas l'expression publique, et au moins on peut agir avec ça, et à partir de ça. Pour terminer et revenir un peu plus sur l'essence même de ton travail, est-ce que... Ça prend beaucoup de temps en ce moment. Oui, non, mais je sais, mais c'est pas ce qui fait l'essence de ton travail. Est-ce qu'il y a un projet, est-ce qu'il y a une carrière, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier, un moment dans ta carrière dont tu es particulièrement fier parce que, je sais pas, parce que le résultat a été là, tu t'es battu pour un film, tu t'es battu pour un rôle, Ça, on se bat souvent. Hein. Non, je reconnais que l'histoire a déjà été racontée, mais il y a un moment qui m'a beaucoup émue, c'est quand Charlotte Rampling, qui traversait un sale moment, elle était un peu en dépression, etc. et tout, et est venue me voir. Elle m'a dit, elle était restée chez Olga 2 ans de plus, enfin chez Joël Bonnet 2 ans. Elle est venue me voir après en me disant, voilà, est-ce qu'on peut se voir? Donc j'ai dit, bah oui, bien sûr. Et puis elle me dit, voilà, est-ce qu'on peut retravailler ensemble? Donc je dis oui, bien sûr. Et tout. On travaille ensemble. Et je lui dis, bah, écoute, tu me laisses, on se revoit dans 1 semaine, 10 jours pour commencer à voir ce qu'on va faire et tout. Et là, je lui donne les courts-métrages de François Ozon. Et je lui dis, je pense que ce garçon est bon pour toi.
Et elle me dit pourquoi. Je lui dis parce que je vois depuis quelques années, on utilise ton aura, ton mystère, et que cette aura et ce mystère, il arrive sur des films qui ne sont pas toujours bons, mais surtout, on est dans un cinéma français qui aime le quotidien. Et donc, du coup, les gens ont du mal à t'inscrire dans le quotidien. Et donc, je lui dis ça, je lui donne les courts-métrages, elle les voit, etc. Et un jour, j'apprends que François Ozon cherche pour la série, enfin pour son film qui était Sous le sable, qui était au départ un court-métrage. Vous allez voir, là, c'est un peu compliqué d'expliquer à quelqu'un qu'elle va revenir avec un court-métrage au départ, mais on avait un problème de financement, donc il y avait de quoi financer que le court-métrage en espérant faire la suite après. Et donc, je lui ai fait rencontrer François Ozon, qui, métaphoriquement, passe une demi-heure à lui expliquer qu'il voudrait la filmer, par exemple, quand elle passe l'aspirateur. Et donc, elle sort de ce rendez-vous, elle me dit « Mais Sweetie, tu penses que je vais passer l'aspirateur ?» Je dis « Non, c'était une métaphore, Charlotte. » et donc, ça a été la rencontre avec François. Ça a donné Sous le sable, qui effectivement était un court-métrage jusqu'au moment où comment il s'appelait déjà, j'adorais Kramer. Oui. Kramer meurt dans le film. Et après, il y avait toute l'autre partie qu'il fallait financer pour retourner. Donc ça s'est fait comme ça. Et ça a été la renaissance de Charlotte et le retour en première position. Et ça, c'est vrai qu'elle qui m'a vraiment tout donné, puisque je vous ai expliqué tout à l'heure qu'elle était la première à me dire « tu lis des scénarios », elle m'a validé comme agent, de pouvoir à un moment donné, dans cette histoire qui est la nôtre et dans cette histoire même, entre guillemets, du cinéma, de lui redonner la place qu'elle méritait d'avoir, c'est des moments formidables. Et avec Charlotte, avec qui j'ai un vrai truc fort, il y a eu aussi un film improbable qui nous arrive dessus. Je lis ça, je dis oui, mais je sais pas, je trouve qu'il y a un truc dans ce film, etc. Elle le lit, elle me dit oui, tu as raison, il y a un truc dans le film. Et le film, mais des 3 ans, 4 ans, c'était un film qui était, comment dirais-je, produit par de l'argent étranger. C'était très compliqué. Et puis un jour, elle le fait et elle a le Donatello à Venise. C'est ce genre d'aventures qui sont... Parce que quand vous le faites, vous vous dites pas, ouais, je vais avoir un prix à Venise. Hein. Vous vous dites jamais ça. Et voilà. Et puis après, il y en a plein. Cécile de France, des films que tout à coup, elle me disait, non, je veux pas le faire. Et puis tout à coup, je la rappelais, je lui dis, j'ai pas donné ta réponse, mais je pense qu'il faut que tu le relises. Et donc, elle le relisait, c'est des films qu'elle a fait. Est-ce qu'on peut donner le micro au public un peu? Oui, on me fait signe que oui. Alors, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Comment je cours, moi, avec mon micro et je le donne? Non, c'est mieux organisé que ça. On est à Sérimania. En tout cas, en attendant, je pense qu'on peut déjà remercier Elisabeth. Merci. Et maintenant... On va... allez-y si vous avez le micro, si vous avez une question à poser. Sinon, après, oui. Je vous demanderai de le transmettre à madame. D'accord. Bonjour, merci pour le temps que vous nous accordez aujourd'hui. J'ai une petite question. Je voulais connaître votre point de vue par rapport au fait qu'il y ait de plus en plus d'intelligence artificielle dans le monde des séries et du cinéma au travers de la rédaction des scénarios, doublage. Est-ce que vous avez peur d'être remplacé, vous aussi, ou pas? Il y a quelques années, on disait on ne remplacera jamais tout ce qui est artistique. On est en train de voir les limites de cette affirmation qui nous rendait tous optimistes. Donc oui, on peut me remplacer. À un moment donné, si vous savez modéliser, vous pouvez arriver à vous débrouiller avec ça. Après, est-ce qu'on arrivera à un taux de sophistication qui fait qu'il y aura finalement une pensée? Parce que là, c'est quoi l'intelligence artificielle? C'est pomper un maximum de données, d'informations, de réactions, etc. et modéliser ça. Donc, oui, ça peut arriver. Moi, je pense que je serai plus là. Hein, donc, je suis relativement tranquille sur la question. Après, je veux dire, économiquement, c'est un véritable enjeu. Et simplement, pensez juste à une chose, c'est qu'il y aura des agents qui représenteront des logiciels, ou voilà, ça sera ça. Ou comme aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent représenter des personnages de bande dessinée. Il y a 100 ans, on n'y pensait pas. Donc il y aura forcément des métiers qui se développeront autour de l'IA. Merci. Mais ça va faire, effectivement, par exemple, pour les doublages aujourd'hui, ça risque de faire un sacré trou. Devant. S'il vous plaît. Attendez, je vais vous donner le mien. Que tu es généreux.
Merci, bonjour et merci Bonjour. beaucoup. C'est vraiment une conférence passionnante. Dans 10%, on voit que les agents expérimentés gèrent plutôt les talents expérimentés et connus et les jeunes agents sont plutôt en charge de détecter de nouveaux talents. Je voulais savoir si c'était la réalité, si vous aussi vous recrutiez des talents en devenir et comment ça se passait à ce niveau-là. Alors déjà, ça dépend des structures. Il y a des structures où effectivement, il y a des agents qui n'ont que les talents les plus capés. Moi, je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs, mais j'ai toujours voulu garder un certain nombre de jeunes talents à développer. J'estime que c'est quelque chose qui vous rend peut-être moins endormi, entre guillemets, et peut-être plus en état de veille sur des projets que... En fait, quand vous avez vraiment des talents en place, vous avez beaucoup de projets qui arrivent. Donc vous pouvez vivre sur ce flux-là, tout en ayant quand même encore un peu l'esprit aiguisé, parce que sinon vous pouvez passer à côté de choses. Mais quand vous avez des très jeunes talents et que vous devez faire ce qu'on appelle vraiment de la détection, d'aller chercher, de trouver des projets, etc., ça vous réveille, on va dire, ça vous laisse éveiller. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour cet entretien hyper intéressant. Vous êtes très inspirante. Moi aussi, j'avais fait un deal avec mes parents, c'était de faire un an de droit. J'en suis à la 5e année. Et tout n'est pas perdu. Oui. Et on m'a envoyé une interview de vous, je crois que j'étais en L3 et je vous ai trouvée hyper inspirante. Et j'ai eu envie de vous découvrir et de découvrir votre métier. Donc déjà, je vous remercie pour cette opportunité aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous conseillerez à une jeune fille, une jeune femme comme moi, pour me lancer dans ce métier, dans ce milieu qui est parfois réputé comme étant un peu trop fermé ? Et voilà. Et encore merci. Et merci à monsieur pour vos questions très intéressantes. Si vous avez vraiment envie, là où il y a une volonté, il y a un chemin. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, je crois que c'est Napoléon. Vous voyez dans quel état vous me mettez, hein, 300 personnes et hop, ça y est, on se prend pour Napoléon. Non plus. Non, si vous croyez que vous avez envie de ça, il faut y aller. Et si vous voulez rentrer dans ce métier, alors il y a deux trucs. Si vous voulez faire le métier d'agent, si vous voulez rentrer dans le métier d'agent, il faut essayer de rentrer dans une agence comme... Time Art. Comment ? Time Art. Je ne recrute pas pour l'instant, mais vous pouvez toujours envoyer votre CV. Ça, on les garde. Je vous rassure, on les garde. Et parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver avec une assistante, vous l'avez vu dans la série. Non, mais sérieusement, il faut que vous trouviez... Vous essayez de rentrer dans le métier déjà, c'est-à-dire vous pouvez vous retrouver, par exemple, dans un festival, même à faire le bénévole, etc. Et puis tout à coup, vous parlez avec quelqu'un, on dit, bah tiens... Il faut arriver à rentrer parfois par la petite porte. Je peux vous dire que moi, j'ai rencontré des gens qui sont très diplômés, etc., qui arrivent, ils arrivent dans votre bureau. Bon, alors déjà, il y a un changement générationnel parce qu'on vous demande tout de suite s'il y a la mutuelle, s'ils ont un bureau tout seul, quelles sont les vacances, etc. Et à un moment donné, au bout de la 6e question, on dit, mais le poste, vous le connaissez ou pas ? Parce que là, bon. Donc, effectivement, parfois, quand on veut faire ce genre de métier, il faut rentrer par la petite porte. Parce que si vous avez l'occasion de rentrer par une porte normale, vous rentrez dans une porte normale. Mais simplement, il ne faut pas hésiter à prendre le fil de ce qui vous est proposé. Donc, vous faites votre recherche auprès des agences. Quelle que soit l'agence dans laquelle vous rentrerez, vous verrez très vite si c'est bien ou pas. Vous allez le comprendre très vite, je vous rassure. Et au moins, ça vous permet de savoir si c'est vraiment ça que vous avez envie de faire. Moi, j'ai eu des assistantes qui sont rentrées chez moi, au début de Time Art, des filles qui étaient vraiment bien. Elles étaient vraiment bien. C'était des bonnes assistantes. À un moment, elles ont craqué. Elles ont dit, nous, on ne fera pas ce métier. Donc, elles sont parties faire d'autres métiers, de la déco, enfin, etc., je ne sais plus quoi. J'ai toujours des contacts avec eux, hein, avec elles. Mais voilà, elles sont parties parce que la pression, elles ne l'acceptaient pas. Or, si vous voulez être agent, il n'y a pas 36 solutions. Vous avez des agences où il y a un peu moins de pression, parce que il n'y a pas vraiment de stars, donc les gens sont très au début, donc ils sont plutôt contents d'avoir un agent, et c'est pas du tout le même rapport. Mais quand vous arrivez dans des agences à un certain niveau, il y a une pression que vous ne mesurez pas. Mais par contre, vous allez mesurer la pression du poste d'assistante, mais aussi la pression de ce qu'est un agent et la pression qu'il subit. Donc, il faut voir si vous êtes taillé pour ça. Donc, il faut s'expérimenter. Il faut faire plein de choses, plein de métiers. Mais commencez par envoyer vos CV. Ce n'est pas une mauvaise idée, hein, aussi. Merci. Bonjour. Je me lève. C'est moi. J'avais une question assez simple.
À quel moment un jeune acteur peut-il espérer avoir un agent? Voilà, vous me posez une question, c'est comme les scénaristes qui sortent des écoles et qui disent pourquoi je ne travaille pas. Là, moi, je ne peux pas vous répondre. Vous êtes jeune acteur? C'est ça. Bon, voilà. C'est pratique les acteurs. Vous êtes jeune acteur, aujourd'hui, c'est pas espérer avoir un agent, c'est tout faire pour en avoir un. Donc, effectivement, c'est un peu un cercle vicieux. J'en ai très conscience. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'agent, vous n'avez pas l'accès au casting, et si vous voulez un agent, il vaut mieux que vous ayez fait de l'image, ou des cours, ou en tout cas qu'on vous ait vu quelque part, ou du théâtre, même si beaucoup de casting directeurs ne se déplacent pas au théâtre. Mais il faut que vous enfonciez le clou, et puis un jour, ça viendra. Mais c'est vrai que si vous frappez à la porte des 5 agences en place alors que vous n'avez rien fait, vous êtes en compétition, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Vous êtes en compétition avec d'autres acteurs qui arrivent avec du matériel, etc., etc. Donc c'est un métier très concurrentiel, celui que vous faites. Donc je peux me présenter avec une démo à n'importe quel agent et lui dire bon. Exactement. Alors après, vous avez beaucoup d'agents et j'en fais partie parce que je ne réponds plus aux demandes que j'ai parce que je n'ai pas le temps et que je n'ai pas envie de renouveler aujourd'hui à mon poste la clientèle. Après, il y a des jeunes agents qui ont besoin de talent, qui ont besoin de voir des gens, qui ont besoin de renouveler. Donc, et en plus, je pense que parfois, c'est un peu générationnel. Un jeune agent s'entend bien avec un jeune acteur parce que vous êtes à peu près un peu au même niveau. Donc il ne faut pas désespérer. Il y a toujours un moment, vous savez, tous les gens qui ont eu des agents sont tous passés par ce questionnement-là. Sauf ceux qui sortent du conservatoire, etc. Puisque là, vous êtes dans l'élite de l'école, donc effectivement, les gens vont voir. Parce qu'on sait qu'on aura des talents formés, etc. Mais ce n'est pas parce que vous avez fait le conservatoire que vous allez faire une grande carrière. Il y a plein de gens du conservatoire qui ne font pas de grande carrière. C'est un métier où il n'y a pas de règles. Et comme agent, ou comme acteur, ou comme scénariste, ou comme réalisateur, aujourd'hui, on a structuré. C'est-à-dire qu'il y a plein d'écoles de théâtre, il y a plein d'écoles de scénaristes, il y a plein de tout ce que vous voulez, mais à un moment donné, vous arrivez sur un marché. Et sur ce marché, c'est très concurrentiel. Et c'est très compliqué. Et que d'aller dans ce métier est un métier risqué. Et je vais vous dire juste une chose, c'est que quand moi j'avais 15 ans et que j'ai dit je veux être actrice, mes parents m'ont dit mais quoi ? Je leur aurais dit je veux être prostituée à Saint-Denis, ça leur aurait fait le même effet. Ce que j'ai senti comme différence, c'est que depuis 10 ou 15 ans, même un peu plus, 20 ans, on est dans des dîners et vous avez les parents qui font mon fils veut devenir acteur, il veut devenir réalisateur, et tout à coup c'est le métier à la mode, comme à une époque c'était médecin et avocat. Mais que nenni, parce qu'à un moment donné, c'est un métier de chien. Et c'est un métier où vous allez prendre des coups et vous allez être déprimé certains soirs. Mais c'est comme ça. On ne peut pas garantir que vous allez faire une carrière, etc. Mais si vous y croyez, allez-y. N'oubliez jamais qu'on ne prête qu'aux riches. Et enfin, pour terminer, une question de monsieur à qui j'ai donné le micro. Hello, my name is Murat. I'm from Istanbul. I'm sorry, I don't speak French. Can I ask in English? Is it possible? Yes. Thank you very much. Now that the world, with the internet and the digital platforms, the TV sector is becoming one country. Everybody's watching each other's TV series. I was wondering, do you want to work or do you represent talents from other countries? Also? It's depend. Pardon, ça dépend. Tu veux traduire? Parce que là, ça va pas le faire. You understand French? Oh, great. Non, mais donc déjà, monsieur qui ne parle pas français, moi qui parle un peu anglais, pose la question de savoir, à une époque où dans toutes les télévisions du monde produisent des séries, mais que ces séries sont vues globalement à l'international, est-ce qu'elles s'occupent aussi d'agents qui ne sont pas, de talents, pardon, qui ne sont pas français? Alors, it's dependent. Ça dépend, c'est-à-dire que soit on a des acteurs étrangers, mais qui parlent français, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur le marché français aussi. Mais avoir des acteurs qui sont que américains, israéliens, ce qu'on veut, estoniens, etc., ça ne sert pas à grand-chose, puisque le principal marché où ils vont travailler, c'est là-bas. Et que moi, je peux les aider sur le marché ici. Voilà.
Donc oui, j'ai des acteurs étrangers, mais qui parlent le français et qui sont à même de pouvoir travailler ici. Voilà, c'est sur cette question donc, que se termine cette rencontre avec Elisabeth Tanner. Merci beaucoup d'avoir participé et merci infiniment à Elisabeth. Merci de votre patience.